Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir François le Patriote. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Parfait. Alors, bonjour. Moi, mon nom est François Séguin, catcheur depuis fin 2003. Mon surnom à la lutte ou au catch, c'est le Patriote. Alors, je suis quelqu'un qui a parcouru la majorité de la province du Québec au Canada et pour faire découvrir le catch aux fans et m'amuser un peu avec cette passion-là. Ok. Première question qui est toute simple. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision, te le fait découvrir? Bref, ton premier contact avec le catch, c'est comment? En fait, moi, c'est une histoire un peu moins conventionnelle. C'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir cette histoire-là. Donc, la mère de mon père qui m'a fait découvrir ça. Quand on allait chez elle, il y avait souvent des émissions de lutte qui jouaient à la télévision. Quand c'était notre fête à mon grand frère ou à moi, notre cadeau de fête était souvent des billets pour aller voir un spectacle de lutte au coin parce qu'elle, là où elle demeurait, il y avait un grand auditorium, là où il y avait souvent des spectacles de lutte de la WWF. Donc, souvent, nos cadeaux de fête, c'était des figurines, des chandails ou un spectacle de lutte à aller voir. Fait que c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir la lutte. C'est vraiment hors du commun. Un peu moins conventionnel, mais elle m'a quand même transmis sa passion mon frère et moi, on en est vraiment contents. Non, mais honnêtement, on va pas se mentir, c'est un beau cadeau quand même. Honnêtement, je pense qu'on aimerait tous avoir une grand-mère comme ça qui nous offre une place pour aller voir la WWE ou je ne sais qui. Franchement, honnêtement, c'est une fierté. Tu te rappelles un petit peu, toi, du premier catcheur que tu as pu voir qui t'a peut-être marqué? Ben moi, quand j'étais plus jeune, c'était surtout les catcheurs Tu es colorés. toujours jeune, hein, t'inquiète pas. Oui, je te remercie beaucoup, c'est très gentil. Mais c'est ça. Donc, excusez-moi, moi, c'était vraiment les personnages plus colorés qui m'ont toujours attiré. Même si là, dans la lutte, je présente peut-être un côté un peu plus sombre, ça peut paraître très contradictoire. Mais c'est ça, c'était vraiment les personnages très colorés. Hulk Hogan, le Macho Man, c'était vraiment deux personnages comme ça que j'ai vraiment accroché très rapidement quand j'ai commencé à écouter la lutte, étant un petit peu plus jeune. Ok. Euh, Toi, à quel moment justement cet élément déclencheur est arrivé justement pour devenir lutteur? Combien de temps ça t'a pris et à quel moment à quel moment tu te dis bah voilà maintenant pourquoi pas essayer la lutte? Ben, en fait, moi, c'était dans mes études postsecondaires. Nous, Ok. ici au Québec, après le secondaire, il y a ce qu'on appelle la période collégiale et après, il y a la période universitaire. Moi, je suis allé dans la période collégiale, donc nous, on appelle ça le cégep. Et au cégep, j'ai étudié en loisirs, donc tout ce qui est organisation événementielle et tout ça. On pourra en revenir un peu tantôt, parce que ça a quand même une bonne partie de l'organisation en coulisses de la lutte. Mais c'est donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment dans cette partie-là que j'ai rencontré un de mes amis qui s'appelle Benoît, que je suis certain qu'il va écouter notre entrevue un peu plus tard. Avec Benoît, on te salue. Et c'est vraiment lui qui était un de mes collègues en études collégiales en loisirs qui m'a fait découvrir la lutte québécoise. Parce que moi, avant ça, là, avant de rencontrer Benoît, je ne connaissais pas du tout la lutte québécoise. Moi, je suis originaire de Sherbrooke et je demeure encore dans les environs. Et à cette période-là, il n'y avait pas de lutte québécoise faite localement à Sherbrooke. Et je venais d'arriver dans le coin de Montréal pour mes études. Et là, il y en avait un petit peu. Fait que là, avec Benoît, il m'a fait découvrir ce côté-là. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre pour la lutte québécoise. Moi, c'est vraiment le côté spectacle. Comme je disais un peu tantôt, les personnages colorés, ces choses-là, moi, c'est vraiment le côté spectacle qui m'a attiré dès le début, la connexion avec les fans. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le mur entre ce qu'on voit et les spectateurs, comme quand on écoute un film à la télévision.
ben, si on crie quelque chose au film, ben, il n'y a pas d'interaction qui se fait entre les deux. Mais quand on est à la lutte, puis qu'on se lève, puis qu'on traite l'autre de pourri ou de pas bon, ou on dit à un, ben, c'est un tricheur, c'est un ci, un ça arrive souvent que le lutteur dans le ring se retourne et se met à nous parler. Fait que c'est vraiment en partant, c'est cette interaction-là directement que moi, ça m'a donné la piqûre pour embarquer là-dedans. Ok. En plus, c'est bien parce que tu vois, moi, je me retrouve en toi, toi qui disais que tu ne connaissais pas, entre guillemets, la lutte indépendante, parce que c'est comme ça, hein, c'est de l'indépendant. Toi, tu n'avais uniquement que référence WWF à ton époque, c'est ça, hein, c'était la WWF, c'est Oui, ça? oui. Après, oui, ça a changé, je crois, dans 2001 ou de 2002, quelque chose comme ça. Ils ont malheureusement eu un procès. Bref, donc toi, tu avais uniquement que ça en tête. Et ça, tu vois, moi, je le comprends. Moi, étant plus jeune, c'est pareil. Tu vois, je vais voir un gala de catch, mon tout premier gala de catch que je vais voir. Moi, dans ma tête, étant plus jeune, je cherche pas à comprendre. Tu me dis, tu vas aller voir du catch. Bah ouais, pour moi, je vais aller voir John Cena, je vais aller voir Rey Mysterio, alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas. C'était juste un show indépendant. Bon, et un très bon show, je me rappelle, mais déçu de ne pas avoir vu John Cena, déçu de ne pas avoir vu Rey Mysterio. J'étais comme ça à la barrière en train de regarder à tout moment s'il pouvait pas arriver. C'est vrai que j'ai été déçu. À l'époque, tu dirais que c'était quoi, toi, la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu allais te lancer dans le catch? Est-ce que tu as eu un peu des moqueries? Est-ce que tu as eu du soutien? Bref, comment ça s'est passé pour toi? De la moquerie, non, pas du tout. Je pense qu'il n'était pas surpris, même si quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'un peu plus réservé, d'un peu Ok. plus gêné. Donc là, c'était plus, ben là, François, comment tu vas pouvoir te dégêner et t'ouvrir un peu à ce monde-là pour être extraverti un peu plus. Même si ça peut paraître bizarre que là, je suis quand même quelqu'un de très social, beaucoup de jasette, très extraverti, mais à l'époque, en 2003-2004, j'étais quelqu'un d'un petit peu plus gêné. Fait que non, mais j'ai eu un soutien à 100 000 de la part de mes parents, mon frère, ma famille, ma grand-mère. Eux, ils étaient très contents de ça, même quand je venais faire des spectacles de lutte à Montréal, elle est venue me voir une ou à deux fois. Ça, c'était dans les moments forts là, que j'étais bien content de pouvoir performer en avant d'elle. J'étais très content parce que sa santé ne lui permettait pas tout le temps non plus d'être là, mais au moins, j'ai un souvenir qu'au moins une fois, elle a pu être là, puis ça, j'étais très, très, très content. Plus jeune, un de tes deux parents suivait de la lutte, il savait à peu près ce que c'était ou franchement ils en avaient un peu rien à faire et est-ce qu'ils avaient un peu un avis a priori parce que tu vois on a toujours à cette époque-là en plus c'était là où il y avait beaucoup de drogue et tout hein, je pense que tu sais étant plus jeune et même eux également aussi en étant plus jeunes puis il y avait énormément aussi beaucoup de kayfabe tu vois le kayfabe à cette époque-là était énormément important je pense que tu es tout à fait d'accord avec moi Oui. c'était quoi un peu le retour que tu as eu? Est-ce que eux, plus jeunes, ils regardaient de la lutte et est-ce qu'ils s'en foutaient, peu importe, mais est-ce que tu as déjà entendu un truc, tu vois, enfin, genre négatif, ouais, bah, ouais, enfin, tu vois, c'est truqué, tu vois, un peu comme on a l'habitude d'entendre, non? Dans mon cercle familial, non, pas du tout. J'ai jamais entendu des choses comme ça. Ok. C'est sûr que nous, étant déjà plus jeunes, la lutte faisait partie de notre quotidien à la télévision. Autant ma mère que mon père, parce que un peu comme dans l'entrevue, je pense que tu as fait avec Nick McHaggis, dans le temps, quand mes parents étaient plus jeunes, les lutteurs étaient autant, sinon plus populaires que le hockey, qui est vraiment la religion au Québec, les Canadiens de Montréal, les Canadiens français qu'on appelait dans le temps les Québécois, étaient vraiment les plus grandes vedettes au Québec et les lutteurs l'étaient autant, sinon plus. Quand je pense vite comme ça à Yvon Robert, qui était un des plus grands lutteurs québécois dans cette époque-là, ben, il était autant populaire, sinon plus, que Maurice Richard, qui était vraiment une des plus grandes icônes du hockey au Québec. Fait que quand on dit Yvon Robert et Maurice Richard, en même temps, les deux étaient très, très, très populaires. Donc, c'est sûr que mes parents, eux aussi, avaient grandi un peu en écoutant de la lutte à la télé. Donc, puis en même temps aussi, ma grand-mère en a fait écouter à mon père, en Ouais. a fait écouter avec nous, on en écoutait à la maison avec mes parents. Fait qu'eux, c'était quelque chose qu'ils voyaient déjà. Mais eux non plus avaient peut-être jamais vraiment vu de lutte Ok. indépendante, Ouais. plutôt locale.
mais ils comprenaient quand même que c'était un sport-spectacle, que c'était arrangé un peu. Fait que ça, eux, ils comprenaient très bien. Puis c'est ça, fait que, ça a quand même très bien été. Sur ce côté-là, j'ai rien à dire de négatif sur ce côté-là. Mais c'est bien, tu vois, parce qu'aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, hein, mais tu vois, moi, je te donne mon avis. C'est vrai que toi, à ton époque, je suppose que c'était rare que, en général, tu vois, enfin, vous vous retrouvez complètement en famille, tu vois, pour regarder des shows de catch et tout. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai un peu plus l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, ça a un peu changé de ça. Bon, après, il y en a toujours un qui, dans leur famille, s'en foutent complètement, mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que quand, par exemple, tu vas à des live events et tout, bah, tu vois, tu vois des parents. Bah, des fois, c'est la mère qui est là, des fois, c'est le père. Bon, t'en vois très peu, mais des fois, tu as les deux qui sont là avec l'enfant et tout. Et ça, moi, honnêtement, franchement, je trouve que c'est bien que, tu vois, enfin, que ça rassemble aussi un programme familial. Ça, c'est Mhm. aussi important. Et ça, c'est cool de montrer au moins, tu vois, à tes parents ta passion que tu as ou vice-versa. Tu vois, les parents montrent leur passion aux enfants, un peu comme quand tu es fan de foot. Hein, bah, en général, c'est ton enfant qui prend le flambeau. Euh, on arrive donc au moment où tu arrives à la lutte. Déjà, comment ça se passe, toi, ton intégration au début? Est-ce que tu es tout de suite bien accueilli? Est-ce que tu es un peu impressionné parce que bah, tu arrives dans un monde dont tu ne connais pas, uniquement que à travers la télé? Comment ça se passe pour toi, ton intégration? Ben moi, premièrement, dès que je suis allé voir le premier spectacle de lutte à Ok. Sorel, la ville natale de mon ami Benoît, que je parlais tantôt, dans mes études collégiales, ben lui, il vient de la ville de Sorel. Donc là, il m'invite chez lui une fin de semaine à aller voir un spectacle de lutte dans le temps des fêtes en décembre 2003. Et dans ce spectacle-là, il manque un arbitre. Mais moi, je n'ai jamais arbitré de ma vie un combat de lutte. C'est sûr que je connais quand même les règlements, ayant écouté de la lutte depuis plus de 20 ans. C'est sûr que à ce moment-là, j'ai peut-être 20, 22 ans à peu près. C'est sûr que j'ai quand même une bonne expérience en tant que spectateur. Mais là, on me dit, OK, François, il va y avoir telle chose dans un combat. L'arbitre mange un coup, il tombe à terre. Ça va prendre un deuxième arbitre qui va prendre la relève dans le combat. Puis c'est moi qui ai joué ce rôle-là le soir même. J'avais même pas de chandail d'arbitre avec moi. C'était vraiment, je suis arrivé comme ça, comme à peu près n'importe quelle femme aurait pu rentrer dans le ring, prendre la relève de la gestion du combat. C'était aussi spécial que ça. Fait que ça a été vraiment mon premier contact. J'ai été arbitre dans un spectacle de lutte en 2003. Et après ça, en coulisses, je me suis mis à parler avec les organisateurs, les autres lutteurs pour voir un peu comment ça fonctionnait, les entraînements, les fréquences, les coûts et toutes ces choses-là. Fait que là, au retour des fêtes en janvier 2004, j'ai commencé un peu à suivre des cours de lutte, on peut dire ça un peu comme ça. C'était des cours faits par les anciens puis les vétérans là-bas à la Ligue de lutte à Sorel. Donc, j'ai quand même suivi certains cours avec eux, que si ma mémoire est bonne, je crois que c'était un week-end sur deux qu'on avait les cours de lutte. Fait que moi, étant étudiant à Montréal, mais demeurant quand même un peu à Sherbrooke, je me suis ramassé à aller là-bas avec mon ami Benoît pour aller suivre des cours de lutte. Puis là, on s'est fait des contacts, quelques connaissances et tout. Et c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé les entraînements de lutte au début 2004. Et mon premier combat s'est fait quand même assez rapidement. Et petite anecdote très drôle par rapport à mon premier combat, qui était un combat en équipe. À mon premier combat, j'étais déjà champion en équipe. Juste en partant à mon premier combat devant public, j'étais déjà champion. Est-ce que tu veux que je t'explique un peu pourquoi ou on y revient un peu plus Vas-y, tard? vas-y, tu peux OK, expliquer maintenant, il n'y a pas de problème. parfait, excellent. C'est ça, c'est que quand j'ai joint la Ligue de Sorel, il y avait une équipe qui s'appelle les Patriotes. Donc, c'est même pour moi qui est arrivé avec ce concept-là. C'est vraiment, il manquait quelqu'un dans l'équipe des Patriotes parce que quelqu'un qui finalement était plus disponible s'était désisté. Et là, il y avait le Patriote Lecourt et moi, je suis devenu le Patriote Séguin et on a fait une équipe des Patriotes.
Là où je veux en venir, mon anecdote, c'est que la Ligue de Sorel avait des émissions à la télé communautaire de Sorel qui étaient diffusées après les spectacles de lutte. En fait, c'était comme, il y a les live events, un peu comme on disait tantôt, les spectacles de lutte devant le public, et il y a les émissions hebdomadaires qui jouent un peu à la télé. Et ce qui était très drôle, c'est que mon premier spectacle, qu'on a fait un enregistrement, mais en fait, c'était une semaine avant le spectacle au public, que là, dans le public, je remportais les ceintures par équipe. Mais l'enregistrement, qui était une semaine avant, ben, j'ai fait mon entrée dans l'enregistrement pour cette émission-là télé, juste pour être certain que tout est clair. C'est ça. Donc, dans l'émission télé, qui est enregistrée avant, mais pour être diffusée après le spectacle public, ben, j'ai fait mon premier combat à vie. C'est juste, tantôt, je pense que je disais devant le public, mais c'était le contraire. C'était vraiment juste mon premier combat de lutte à vie. Mon premier vrai combat, ben, je suis arrivé comme champion par équipe, mais je l'ai gagné seulement une semaine après, dans le vrai combat qui était devant le public. C'était quand même très, très drôle de commencer ma carrière étant déjà champion en équipe, mais en ne l'ayant pas encore remporté pour de vrai. Ok. Au début, qu'est-ce que tu dirais qui a été compliqué pour toi? Parce que, bah, comme on le rappelle, hein, toi, tu commences vraiment hors du commun en tant qu'arbitre, parce que tu vois, enfin, t'es simple fan en tant qu'arbitre. Je pense que tu dois être un des rares que j'ai entendu, mais c'est bien, tu vois, au moins, c'est ton premier contact. Mais quand tu arrives maintenant au niveau des entraînements, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Est-ce que c'est le fait de faire des chutes? Est-ce que c'est le fait de courir dans les cordes? Est-ce que c'est le fait d'avoir énormément de cardio? C'était quoi la chose la plus compliquée pour toi? Moi, je m'amuse souvent à dire que j'ai la qualité de ne pas être athlétique. Et je OK. t'explique pourquoi moi je considère que ce n'est en fait c'est une qualité d'un certain point de vue. On s'entend là que c'est quand même pas la plus grande des plus grandes qualités, mais c'est que moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais de la lutte. Donc, je ne suis pas nécessairement le plus athlétique et donc je fais peut-être moins de prises à haut risque. Mais c'est sûr que le volet physique, le volet quand même gymnastique, le volet athlétique de la lutte, il faut quand même la maîtriser un peu. Donc, c'était vraiment cet aspect-là dans les débuts de mes entraînements, que ce soit de faire des flips en avant, des flips en arrière, des simples prises très, très simples pour le commun des gens. Ben, pour moi, ça peut être un peu plus compliqué parce que je ne suis pas nécessairement le plus agile dans cet aspect-là. Le cardio, ça va bien, courir dans les câbles, ça va bien, coup de poing, coup de pied, prise de contact, exécution des prises, en général, ça va bien. Mais c'est vraiment plus ce côté-là de peut-être un certain volet de gymnastique, de faire des culs de but en avant ou en arrière, que là, ça devient un peu plus compliqué. Fait que c'était vraiment ce côté-là que je dois quand même maîtriser d'une certaine façon. C'est loin d'être parfait. L'exécution est très médiocre, mais il faut quand même que quand on me demande de faire telle ou telle prise, il faut que je sois quand même capable de la faire à la hauteur de mes compétences. Au début, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas évident non plus. Et aussi, dans mes débuts à Sorel, eux, c'était vraiment comme une pièce de théâtre au complet. Parce que souvent, là, maintenant, ce qu'on voit à la télé, c'est un peu comme des ligues d'improvisation. Je ne sais pas si vous, dans votre coin en France, vous en avez aussi, mais c'est vraiment de l'improvisation qu'on a comme un temps limite. On a un sujet, on a un début puis une fin, mais entre les deux, c'est flou puis on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Mais à mes débuts à Sorel, c'était pas ça du tout. C'était un texte de A à Z, une pièce de théâtre, écrit de A à Z, à peu près jusqu'aux répliques qu'on peut dire aux gens de quand je travaille la foule, quand j'écris. Ouais, ben c'était comme presque tout écrit sur une feuille à l'avance dans nos entraînements, puis là, on l'apprenait par cœur. C'était vraiment aussi ce côté-là que, encore là, aujourd'hui, après 20 ans, je déteste le, Oui, le combat par cœur. Ça, je ouais, déteste ça parce que je comprends parce que le trop par cœur, honnêtement, tu vois, ça rend pas de, tu vois, t'as pas de feeling.
tu vois, t'as pas trop de feeling. C'est pour ça que moi, des fois, quand, par exemple, on me dit, et excuse-moi, je sais que je t'ai coupé, je suis vraiment désolé, mais tu vois, moi, c'est un peu comme quand on me dit, ouais, mais parfois, tu devrais te renseigner sur tes invités. Oui, mais des fois, j'ai envie aussi d'avoir la surprise, de découvrir en même temps que Oui, vous qui m'écoutez, tu vois. J'ai envie d'avoir vraiment la surprise. Et si je sais tout sur toi de A à Z, bah, tu vois, je ne vais pas être surpris. Et ça, tu vois, non, enfin, c'est je ça. trouverais ça, tu vois, vraiment dommage. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime bien découvrir les gens, en fait, en même temps que tout le monde. Exactement. Puis aussi, un peu comme je disais en entrée de jeu, l'interaction entre les spectateurs et les gens qui font de la lutte. Bien, si tout est écrit avant le combat, bien, ça ne laisse pas place à ajouter un petit quelque chose avec tel fans qui me crie une bêtise ou qui veut m'encourager pour que je me relève. Fait que c'est sûr que quand on a quand même une certaine page blanche dans le combat, ça laisse aussi place à l'improvisation et à l'interaction avec les gens du public. Ou s'il arrive quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui plein de choses, quelqu'un qui ne va pas bien, il est malade, ça va pas bien dans sa vie personnelle, il est arrivé en retard. Bref, on a tous une vie à l'extérieur des rings. Donc, c'est sûr que pour plein de facteurs différents, il peut y avoir des raisons que ce qu'on a écrit à la base ne fit pas. Et c'est ça aussi qui est quand même très bien, qu'on ait une certaine ligne directrice, mais qu'on ait quand même, surtout pour quelqu'un d'expérience comme moi, quelque chose que j'aime beaucoup, d'avoir certaines latitudes pour pouvoir jouer là-dedans un peu, pour justement ajouter mon grain de sel. Ou si j'ai quelque chose qui me passe par la tête à ce moment-là, de me dire, ah ben regarde, je fais telle chose, les gens embarquent beaucoup, ça suscite une réaction, ben je reste un petit peu plus longtemps dans cet aspect-là que peut-être ce que j'avais prévu à la base, de me dire, OK, ben finalement, tel élément, les gens mordent un peu plus, ben je reste un peu plus longtemps, ou au contraire, je pensais que telle prise de soumission ou tel élément que je travaille au corps, telle partie du corps, mettons un bras ou une jambe, ben moi, si je pensais que ça pouvait susciter la réaction plus longtemps, mais finalement, les gens s'en foutent complètement, ben je saute tout de suite à l'autre élément que moi, par exemple, si je m'étais dit, OK, ben je vais faire 3 minutes de combat sur tel élément, mais après 30 secondes, les gens s'en foutent, ils ont juste hâte que je manque mon coup, que ce soit l'autre qui reprenne le dessus du combat, ben je ne m'attarde pas au fait de, ah non, moi j'avais mis 3 minutes, non, non, regarde, je suis là pour faire de la lutte pour moi, parce que j'aime ça, mais aussi parce que les gens ont payé pour me voir, les gens ont payé pour voir en général un bon spectacle, puis c'est ça, il faut suivre le fil conducteur du combat, fait que c'est au niveau de l'improvisation, c'est quand même quelque chose qui est très plaisant. Tu as connu ça pendant combien de temps à peu près, les cartes et les combats qui étaient écrits de A à Z? Ça a duré pendant Euh, combien de temps? Pas très longtemps, je dirais peut-être 2, 3 ans. Ça peut Ok, paraître long, ouais, mais sur une carrière de 20 ans, c'est quand même très court. C'est quand même quelque chose qui est bien. C'est sûr que nous, à Sherbrooke, dans notre ligue, on a quand même une équipe régulière qui est là à tous les spectacles. Fait que nous, on a quand même développé une certaine complicité entre nous parce qu'on s'est quand même affronté souvent. Fait que c'est toujours plus facile d'avoir de l'improvisation avec quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un qui vient d'une autre région au Québec qu'on connaît moins. Donc là, on y va plus dans les combats de base, on met moins de flafla, on met moins de grosses prises très spéciales, à moins qu'on s'entraîne et qu'on se pratique dans l'après-midi du spectacle pour bien exécuter cette prise-là parce qu'elle est vraiment bien importante dans notre spectacle. Parce que c'est telle prise finale ou c'est un moment fort du combat qu'il y a telle chose qui arrive, mais on veut vraiment s'assurer que l'exécution est parfaite. Fait que là, ben, quand moi et l'autre personne, on arrive assez tôt, ben, on prend du temps de ring pour vraiment se pratiquer puis s'assurer que tel élément a quand même une très bonne exécution, considérant que c'est l'élément clé dans le combat. Mais en général, nous, on a peut-être à peu près 80% des lutteurs réguliers dans notre équipe. C'est toujours les mêmes. Une équipe locale de notre équipe à Sherbrooke. C'est quand même très pratique. Pour ça qu'on peut quand même avoir une certaine aisance, vu qu'on a quand même une bonne complicité entre nous.
Et toi, du coup, tu disais 2 ans, c'est ça que. Et après, ça a changé par rapport à quoi? Ça a changé parce que bah, c'est un peu tout le monde qui voulait que ça change ou c'est parce que tu es parti autre part? Je suis parti autre part, en fait, Ok. en 2005. Je suis tombé sur un article de journal dans le journal local ici à Sherbrooke qu'un citoyen de Sherbrooke voulait partir une promotion de lutte, une fédération, une ligue, promotion, bref, c'est à peu près toutes les mêmes choses, mais il voulait partir comme une ligue ou une fédération de lutte à Sherbrooke. Et moi étant déjà à Sorel, j'avais déjà un petit peu d'expérience. Puis là, j'ai contacté cette personne-là et je lui ai dit que moi et quelques autres, on faisait de la lutte à Sorel, dont aussi il y avait quelqu'un d'autre de Sherbrooke qui avait étudié aussi dans les mêmes éléments que moi. Fait qu'on était comme deux Sherbrookois qu'on s'est retrouvés dans la lutte à Sorel. Fait que cette personne-là qui s'appelle Marc Saint-Onge, lui, Marc est venu nous voir à Sorel, nous voir performer un peu parce que lui, il voulait lancer une fédération de lutte à Sherbrooke. Fait qu'il il voulait plus nous rencontrer, nous voir aller un peu, voir un peu nos personnages, un peu apprendre à nous connaître un peu et tout ça. Fait que là, on a comme eu un noyau de départ là-dedans. Fait qu'on a comme commencé un peu en 2005 la fédération à Sherbrooke. Fait que là, les mois à venir, j'ai commencé à délaisser Sorel pour plus me concentrer sur Sherbrooke. Je pense que mes derniers combats à Sorel ont été quelque part en 2006, qui coïncide aussi en même temps avec les débuts des spectacles devant le public là, de la nouvelle fédération à Sherbrooke. Donc là, on s'est plus concentré sur le développement de la première ligue là, à Sherbrooke. Tu t'es senti à ton aise tout de suite quand tu as vu que là-bas, ils te laissaient un peu plus de temps et que tout n'était pas écrit de A à Z, que bah voilà, on vous disait bah maintenant c'est bien beau, hein, vous avez appris ça là-bas, maintenant tu vois, c'est à vous de montrer aussi de quoi vous êtes capable et tout, hein. Ça, c'est tout le lutteur, il faut savoir avoir une part d'improvisation. Ça t'a fait du bien de pouvoir un petit peu proposer des choses qui n'étaient absolument pas possibles au début. Oui, vraiment, d'avoir la possibilité, d'avoir la créativité et de mettre C'était sa ça couleur. le mot que je cherchais, créativité, excuse-moi. Pas de problème, je suis là pour ça. Mais c'est ça, donc oui, de pouvoir mettre sa couleur dans les combats, c'est sûr que je pouvais le faire quand même un peu, mais c'est toujours plus facile d'y penser quand on est dans l'instant présent que de se projeter dans l'avenir puis d'écrire juste sur une feuille de papier. Ah ben là, je crois que les gens vont réagir comme ça, qu'on va faire ci et ça, mais finalement, dans le combat, durant notre performance, c'est pas ça du tout qui est prévu, mais on continue notre texte quand même parce que c'est ça qui est écrit, puis l'autre personne est zéro habituée à faire de l'improvisation. C'est sûr qu'on doit se maintenir au texte parce que c'est ce qui est prévu. Mais c'est ça que j'ai quand même aimé ayant un peu d'expérience. Puis aussi, ce qui était bien à Sherbrooke, c'est qu'on avait notre propre local d'entraînement. Et moi, ayant terminé mes études à Montréal, j'ai pu revenir à temps plein à Sherbrooke. Donc là, je pouvais être là pas mal plus souvent dans les entraînements pour pouvoir peaufiner ma technique et aussi avoir des nouvelles recrues et avoir de la complicité avec eux parce que pour faire un spectacle, on était peut-être 4 de Sherbrooke qui luttaient à Sorel vers la fin, donc 2005-2006. Mais à 4 lutteurs, on ne peut pas faire un spectacle très, très long. Donc là, en 2005, si ma mémoire est bonne, on a fait une activité de porte ouverte pour faire du recrutement. C'est là qu'on a eu beaucoup, beaucoup de très bons lutteurs et de très bonnes lutteuses qui se sont joints à nous. Que là, on avait un noyau extrêmement fort, une très belle gang, un très beau groupe dans cette organisation-là, qui c'était la SCW pour Sherbrooke Championship Wrestling. C'est une ligue là, qui a quand même été active de 2006 à 2010. On produisait des spectacles mensuels, on en faisait un par mois, mais on avait quand même l'école de lutte qu'on pouvait développer notre créativité, faire des combats d'improvisation, essayer des trucs entre nous
et se développer une complicité. Fait que oui, on pouvait avoir le meilleur des deux mondes. Quand tu as fait ce switch, ce changement, tu es arrivé aussi avec ton personnage de patriote. Est-ce que justement là-bas, ça s'est bien passé, ça a tout de suite été accepté ou alors on t'a demandé de changer, puis finalement, tu as gardé ce personnage-là? On m'a rien demandé de changer. En fait, un personnage de lutte, mais en fait, je pense pas que je vais t'apprendre grand-chose en disant ça, mais un personnage de lutte, c'est vraiment une extension de soi-même. Donc, c'est sûr que si on me demandait d'être un kiwi uni-jambiste, je me sentirais pas du tout interpellé par ça, parce que j'ai mes deux jambes et je suis pas un kiwi. C'est sûr que je me sentirais pas interpellé par un personnage comme ça. Non, mais C'est en sûr fait, que ce que je voulais dire par là, c'est de savoir si, admettons, le promoteur, par exemple, tu vois, te dirait, bah, tu vois, ce personnage-là de Patriote, je trouve, tu vois, pour moi, personnellement, en tant que promoteur, hein, bien sûr, mais tu ouais, vois, ouais, qui ouais. t'aurait dit, bah, je trouve que ça ne fonctionne pas avec toi, il faudrait que tu trouves autre chose. C'était plus par rapport à ça, ma question. Oui, OK. Mais non, ça, pas du tout. Marc et quelques-uns de ses collègues nous avaient déjà vu aller à Sorel, puis ils trouvaient que ça collait très bien, que OK. c'était le genre de personnage que lui voulait avoir dans sa fédération à Sherbrooke. Puis vu que j'étais déjà à l'aise là-dedans, ben c'est sûr que de continuer là-dedans, mais c'était plus rassurant pour moi. Puis en même temps, ben pour lui, c'était déjà plus simple d'avoir quelqu'un qui est déjà à l'aise dans la peau d'un personnage. Fait que non, nous, ça, sur ce côté-là, on n'a pas eu aucun problème. Nous, on a pu comme continuer nos personnages, puis de les voir grandir là-dedans, les voir évoluer, de peut-être mettre un peu plus de viande autour de l'os dans l'histoire de notre personnage. Fait qu'on a quand même eu autant l'aspect créatif dans le ring que dans les promos. Là, on a pu commencer à filmer des super de belles promos parce que, comme je disais tantôt, on était une très belle gang. On s'amusait beaucoup. Fait que ça arrivait souvent qu'après nos entraînements, ben, on restait tout le monde ensemble. Puis là, on filmait des promos très drôles, très humoristiques que de temps en temps, je m'amuse à les regarder encore un peu de temps sur YouTube pour me rappeler la belle époque. Mais c'est ça, nous, on avait vraiment carte blanche pour ça. Puis ça a très bien été. Puis je pense que les gens le voyaient très bien dans le ring, que dans nos promos, que quand on parlait dans le ring, la Beaucoup plus à connexion l'aise. avec le public, ça allait bien aussi. Puis une chose aussi que je peux me tromper parce que je n'ai pas la science infuse, mais je crois que quand on a commencé la lutte à Sherbrooke, ce qui nous a démarqué beaucoup, c'était le côté humain et le côté avec la connexion avec les fans. Qu'après tous les spectacles, nous, on sortait pour aller parler avec les fans pendant 30 minutes, 1 heure, 1h30 après. On prenait le temps de jaser avec eux, toujours habillés en lutteur. On prenait 10, 15, 20, 25 photos avec les lutteurs. On signait des autographes. C'était vraiment un côté très humain. On prenait le temps de jaser avec eux. Ça m'est arrivé quelques fois de jaser avec certains jeunes qui avaient de la difficulté dans certains éléments, à l'école, dans sa vie. Des fois, il se faisait peut-être intimider. Mais tu sais, moi, ce jeune-là, je ne le connais pas, mais je représentais comme une figure ou un certain personnage pour lui. Je prenais quand même du temps après pour lui jaser, lui donner certains trucs, lui dire que hey, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, fais-toi-en pas, à l'école, ça va bien aller, nanana. Fait que, ça, c'était comme vraiment très, très le fun. C'était quelque chose qui était nouveau pour nous. Puis je pense que ça nous a aidé à nous démarquer et à créer rapidement une connexion avec les fans pour justement avoir un meilleur côté humain avec eux. T'étais un peu leur grand frère, un truc comme Oui, ça. oui, on peut dire ça. T'étais un peu leur référence et tu as vu chez certaines personnes que ça fonctionnait, qu'ils ont, parce que tu vois, des fois, comme je dis toujours, tu vois, on a tous une vie complètement différente. Il y en a qui, bah, malheureusement,
sont complètement abandonnés tous, sont tout seuls, se sont livrés à eux-mêmes et qu'ils ont jamais eu reçu, tu vois, enfin de félicitations, tu vois? Je suis fier de toi. Est-ce que toi, Mhm. le fait justement de pouvoir encourager des jeunes comme ça, est-ce que c'est aussi une fierté pour toi? Et est-ce que tu as eu des retours positifs par rapport à ça? Des jeunes qui sont venus te voir et qui t'ont dit: «Bah, franchement, merci beaucoup François, tu m'as aidé à des moments où ça n'allait pas dans ma vie» et le fait d'être venu parler avec toi ou le fait de m'être lancé dans le catch, bah, tu vois, ça m'a relancé, ça m'a redonné confiance en moi. Oui, je vais répondre à toutes les questions en même temps. Oui, moi, c'était valorisant pour moi. C'était bien aussi pour eux. Euh, oui, mettons, je pouvais peut-être avoir le rôle de grand frère ou de personne de l'extérieur, mais qui ont comme un lien ou une certaine admiration avec eux. Fait que je pouvais quand même créer un lien, prendre quelques temps avec eux, jaser avec leurs parents qui étaient là. Puis aussi, ben, je les voyais à chaque mois parce qu'eux, ils venaient souvent dans nos spectacles de lutte. Fait que c'est sûr, je pouvais faire un certain suivi avec eux. Puis moi, je les reconnaissais, puis eux étaient quand même surpris de faire comme ah, le patriote, il me reconnaît. Il se souvient que le mois passé, je lui ai parlé, que ça allait moins bien en français, en mathématiques, ou que je me faisais intimider par tel ou tel jeune. Fait que là, moi-même, je pouvais retourner voir ce jeune-là, puis faire puis avec tel jeune, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que la situation s'est réglée et tout? Fait que là, le jeune aimait ça. Les parents aussi aimaient ça. Fait que c'était quand même très, très bien. Puis, une chose aussi, je parlais du côté humain que je ne pense pas avoir vu ailleurs, mais les jeunes se déguisaient comme nous. Fait que nous, on faisait de la lutte et les jeunes dans la foule se déguisaient comme leur lutteur préféré. Fait que moi, il y a eu un jeune qui s'appelle Jonathan. Salut Jonathan, si tu écoutes, lui maintenant, il est rendu un grand garçon. Lui aussi, il fait de la lutte un peu partout au Québec, un excellent athlète, mais il a commencé en étant habillé comme le patriote Séguin. Lui, il venait voir ses grands frères faire de la lutte parce qu'il était avec nous. Et lui était habillé, puis là, ben, après chaque spectacle, on prenait une photo ensemble. Fait que là, c'était comme très, très drôle qu'un peu plus tard, on se croisait dans le ring, que lui, étant plus jeune, ben, luttait contre son idole de jeunesse un peu. C'est sûr, je ne veux pas non plus paraître très, très grand pour ça, mais je veux dire, lui, son lutteur préféré, c'était quand même moi. Fait que, c'était quand même assez spécial d'avoir pu créer une connexion qu'il y a des gens qui sont habillés comme toi, parce que moi, au début, mon personnage était le Canadien français typique. Alors, chemise carottée, ceinture fléchée. Donc, c'était vraiment le drapeau du Québec, un peu comme on voit en arrière. C'était vraiment le personnage stéréotype du Canadien français ici au Québec. Donc, c'était vraiment ce personnage-là. Et lui aussi a été habillé comme ça dans la foule. Fait c'était vraiment c'était quand même très, très, très spécial de pouvoir créer une certaine connexion avec des jeunes comme ça. Pour certains jeunes, heu, peu importe l'âge, mais pendant 1 heure et demie, 2 heures, vous êtes leur héros. Ça te fait plaisir Mhm. de pouvoir, mettre des paillettes dans les yeux à certaines jeunes, les faire oublier, pendant plus de 2 heures leurs soucis. C'est pour ça tu dirais que c'est pour cela aussi que tu t'es lancé dans la lutte? Oui, un peu. C'est sûr que moi, c'était vraiment le côté spectacle, le côté divertissant et le côté justement de créer des liens comme ça avec ces jeunes-là. J'ai peut-être pas nécessairement été le jeune le plus intimidé. Tu sais, je pense que toi, avec ton entrevue avec Nick McHaggis, tu disais que tu as été en famille d'accueil, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Moi, alors j'ai fait, 3 ans de famille d'accueil et ensuite après j'ai fait 8 ans de foyer donc C'est ça. Fait voilà. que, moi, j'ai quand même eu une chance de ne pas connaître des éléments comme ça. Moi, j'ai eu une très belle enfance. J'ai presque pas été intimidé. Ça a quand même bien été. Mais pour l'avoir été un peu comme tout le monde, ben, c'est quand même une certaine expérience vécue de pouvoir créer une certaine connexion auprès de ces enfants-là. Parce que nous, on faisait les spectacles de lutte au départ, c'était dans un milieu un peu plus défavorisé à Sherbrooke. Donc, ça nous a aidé un peu
avoir une certaine clientèle défavorisée, d'avoir certains jeunes qui ont un peu plus de difficultés à l'école. Fait qu'on a quand même pu créer une certaine connexion avec eux. Plutôt heal, plutôt face, ou les deux peuvent te convenir, toi, au niveau de ton personnage? Est-ce que tu as une préférence particulière? Ben, là, présentement, je suis heal depuis Ok. 2019, donc je ferai vraiment le côté méchant parce que pendant environ 15 ans, j'ai été le face. J'ai été gentil, j'étais l'un des plus populaires à chaque spectacle. J'étais celui qui, entre autres, dans les top 3 qui suscitait le plus d'intérêt. J'avais peut-être pas nécessairement les combats main event dans les soirées, mais je réussissais toujours à aller chercher des réactions très fortes. Moi, c'était quelque chose que je suis très fier. Si on regarde présentement depuis mes débuts avec ce que j'ai là, ben, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier de toujours avoir été dans les réactions les plus fortes à chaque fois que j'étais dans les spectacles. Et c'est ça, mais après quand même 15 ans, on se lasse un peu de toujours jouer un peu la même carte. Fait que là, un peu avant Faut se la renouveler, ouais. pandémie, là, c'est ça, donc c'est pour ça que j'ai changé un peu. Mais c'est quoi le proverbe? C'est chasser le naturel puis revient au galop. C'est Fait ça. que, c'est ça. Donc, je suis jamais très, très loin du côté face. Je veux me la jouer un peu à la Kevin Owens, si je peux me permettre un Ok. peu. Ok, Je ouais. suis heel, Je vois. mais je ne suis pas quelqu'un qui va lancer des insultes gratuites à la foule. Parce que j'ai deux jeunes enfants à la maison. Quand les enfants viennent me voir, ben, je veux, tu sais, moi j'ai quand même une jeune qui a quand même 5 ans et demi. Fait qu'elle, elle comprend Ok, très oui. bien quand les parents crient des insultes ou quand d'autres enfants de leur Ça âge répète après. crient des insultes à moi dans le ring, mais elle le prend personnel parce que c'est son papa. Ouais. C'est pas le personnage, elle ne fait pas de différence là-dedans, c'est très normal. Fait que moi, je veux créer des réactions, mais sans nécessairement crier des insultes gratuites aux gens, parce qu'ils ont quand même payé pour ça. Et un peu comme on disait tantôt, c'est un défoulement pour les gens de venir à la lutte. Fait que je veux quand même jouer la carte du tricheur, du méchant. Un peu, c'est ça, tu sais, comme peut-être Eddie Guerrero, un peu qui triche, mais qui est méchant, mais qui devient sympathique un petit peu par la bande. Tu sais, c'est ça, c'est comme pas évident. Là. Je suis comme un peu en transition involontaire là-dedans. La réaction des fans, nous, on a fait un spectacle il y a 2 semaines à Sherbrooke et je jouais la carte du méchant, que j'étais d'ailleurs contre Nick Mekakis dans un combat à Sherbrooke. Et les deux, on est plutôt méchants. Donc, la foule devait prendre pour un de nous deux. Et ils ont plus pris pour moi que pour lui. Mais à la base, on avait prévu le contraire. Fait qu'on s'est vraiment fait jouer un tour dans notre combat, que les gens prenaient plus pour moi. Fait que tout de suite, en bon 2 vétérans, on a reviré ça de bord dans notre combat, c'est correct. Mais on a quand même été pris de court un peu avec cet élément-là, que c'est pas ce à quoi on s'y attendait au début. Fait que c'est ça, tu sais, je veux jouer le méchant, mais il y a comme tout le temps le fond de moi qui aime ça, attirer la sympathie. Fait que, tu sais, je dis pas non. Peut-être qu'un jour, je vais revenir 100% gentil ou je vais essayer de jouer un peu des deux côtés. Ah, je ne sais pas, tu sais. On me jette un peu sur ça, mais en même temps, j'essaie de respecter les histoires en cours par notre équipe créative. Fait que, c'est ça qui est un peu moins évident là-dedans. Ben, je veux aider à l'équipe, je ne veux pas nuire pour mon bien-être personnel. Là, Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Mais après, tu vois, je pense que tu l'as vu, c'est complètement différent quand tu es heal et quand tu es face. Hein, tu es beaucoup plus acclamé que quand tu es face, que quand tu es heal. Après, Mhm. c'est à vous également aussi de jouer. Je voulais savoir, parce que tout à l'heure, je te disais, hein, étant plus jeune et tout, le kayfabe chez toi, c'était quelque chose d'incroyable. Hein, du côté de la WWF et tout, c'était Oui. vraiment incroyable par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, est-ce que tu penses que le kayfabe commence à petit à petit à mourir ou est déjà mort? C'est quoi toi ton avis là-dessus? Je pense que oui, ça devient de plus en plus mort parce que euh, avant, dans les aéroports, ben, les lutteurs ne pouvaient pas être assis ensemble. Un qui était en guerre contre l'autre, c'est comme souvent, je me rappelle à WrestleMania 10, quand Brett a affronté son frère Owen Hart.
si ma mémoire est bonne, je ne me trompe pas, je pense que c'est WrestleMania 10, que c'était, tu sais, puis là, les deux étaient en guerre, fait qu'ils ne pouvaient pas se parler dans les aéroports, ils ne pouvaient pas être assis un à côté de l'autre, dans les avions, ils ne pouvaient pas manger ensemble dans les restaurants, mais c'est deux frères, tu sais, mais dans la vue du public, il fallait qu'ils fassent un peu attention à ça, mais il y avait moins d'appareils photo partout que comme Oui, là présentement. aujourd'hui, ouais, Sauf c'est que là, maintenant, c'est incroyable. extrêmement difficile, voire impossible de maintenir le même niveau de kayfabe. Puis en plus, maintenant, tout le monde est au courant que c'est arrangé, tout le monde le sait. Fait que, mais les gens embarquent quand même là-dedans, mettent ça de côté pendant 1 heure et demie à 2 heures dans les spectacles, embarquent à fond dans les histoires, ce qui est quand même très apprécié pour nous. Mais c'est ça, fait, au niveau du kayfabe, c'est pas mal en train de mourir, oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir deux personnes qui ne s'aiment pas du tout travailler ensemble. Ça, c'est intéressant de Oui, voir ça. Là, tu as, oui, eu récemment CM Punk et Seth Rollins qui ont dû travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose que quand tu as vu ça, tu t'es dit, ah putain, là, franchement, ça va être intéressant. Deux mecs qui s'aiment pas dans la vie réelle, qui sont obligés d'être face à face pour travailler ensemble dans la même compagnie, ça va être intéressant. oui. Ou un autre exemple, il y avait Matt Hardy et Edge. Oui, Quand Lita a avec laissé Matt Lita, ouais. Hardy pour aller avec Edge, Matt Hardy s'était fait virer. Puis là, il était revenu. Puis là, tout de suite, il a commencé une rivalité avec Edge. Ouais. Mais ça, c'était vraiment aussi une histoire très personnelle. Fait que ça aussi, c'était vraiment quelque chose de très spécial. Mais je crois que dans des combats comme ça, les coups rentrent un petit peu plus qu'à l'habitude, considérant qu'il y a quand même une certaine histoire personnelle derrière tout ça. Mais moi, j'ai quand même été chanceux. J'ai pas une certaine animosité envers mes collègues. Fait que ça va quand même très bien sur ce côté-là. Pour ça, parce qu'on partage toute la même passion aussi en même temps. On fait tout du bénévolat là-dedans. Il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Fait que nous, c'est vraiment pour le partage, l'amour de la lutte. Parce que comme j'explique souvent, une journée d'un spectacle de lutte, ça prend à peu près 12 heures de midi à minuit pour environ 10 minutes de performance. Fait que c'est de l'implication 12 heures de temps. C'est aussi demandant qu'un déménagement au niveau, parce que c'est nous-mêmes qui devons monter et démonter le ring de lutte. Fait que c'est pas une équipe technique comme la WWE ou la AEW ou la TNA que c'est les lutteurs arrivent, pouf, c'est fait, merci, bonsoir, c'est fait. Non, nous, c'est vraiment notre équipe de bénévoles, notre équipe de lutteurs, lutteuses, les blondes des lutteurs qui nous aident aussi dans les différents éléments d'organisation, la vente de boissons, la vente de marchandises, à l'accueil, de tourner des promos, vendre des photos dans les. Tu sais, c'est vraiment, on est une grosse équipe là-dedans, fait qu'on on est quand même assez choyé pour ça. C'est quand même incroyable. Enfin, je reviens 2 minutes sur l'histoire de Jeff et de Jeff Hardy et de Edge. Ce qui est Non, incroyable, c'est Matt Hardy, c'est oui, pas Jeff. Matt Hardy, oui, pardon, excuse-moi, Matt Hardy et Edge, avec du recul, ce qui est, enfin, quand tu y penses aujourd'hui, parce qu'ils étaient réellement en couple, hein, Matt Hardy et Lita, et ensuite, après, il y a eu Edge et Lita. Mais avec du recul, quand tu reviens un peu en arrière et que tu prends les choses de maintenant, le truc, moi, qui m'a fait waouh, c'est quand bah, Edge était revenu, hein, quand il y a eu son problème. À un moment donné, il était aux côtés de Beth Phoenix parce que maintenant Edge et Beth Phoenix sont ensemble. Et du coup, ce qui est encore beaucoup plus chelou, c'est des fois quand tu croises Lita, tu vois, dans les coulisses, ça doit être quelque chose d'incroyable, tu vois. Ah, ça. T'imagines, ça doit être ouf. Tu as eu une relation avec cette meuf et tout. Là, aujourd'hui, tu es avec ta nouvelle femme avec qui tu as eu des enfants et là, tu croises ton ex et tout. Oh, ça doit être. Non, mais franchement, des fois, en fait, le monde du catch, c'est incroyable. C'est surtout en plus quand tu es en couple comme ça avec une lutteuse. Oh là 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 là. Non, mais je te jure, des fois, j'imagine la scène, j'imagine
ouah, le blanc que ça doit être. Parfois, après, il faut rester aussi professionnel. Hein, parce que ça, tu vois, Ouais. c'est important. Hein, vous faites ce que vous voulez hors caméra, mais devant les caméras, il faut rester professionnel. Ce qui est compliqué, d'ailleurs, un peu, certains, il y en a, le professionnel, ils ont un peu du mal à le mettre de côté. Et on sent des fois que même quand ils s'affrontent et tout et qu'ils ne s'aiment pas, ils veulent vraiment y aller pour faire passer un message. Hein, quand CM Ouais. Punk a su lutter la WWE et tout, et puis là qui est revenu avec Seth Rollins et tout, ça s'est envoyé des pics. Hein, je pense que bon, Oui, après c'était. Oui, effectivement. c'est compréhensible aussi hein, quand tu vois que la WWE a gâché le mariage quand même à CM Punk en lui envoyant ses affaires dans un sac poubelle et tout. Honnêtement, Mhm. pas Ouais. top. Je voulais savoir, c'est quoi en général, toi, le retour que tu as du public quand tu étais heel, quand tu étais face? Est-ce que tu as des retours plutôt positifs à tes tout débuts? Et puis, ben, tu peux parler également aussi d'aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des retours encourageants? Ça se passait comment, toi, tes tout débuts? Ben, c'est sûr, au début de ma carrière, les gens, moi, j'avais une très, très belle connexion avec eux. Après les spectacles, même encore aujourd'hui, on sort après chaque spectacle pour aller parler aux fans, on le jase beaucoup, mais vraiment, dans les débuts, je pense que 90% des gens dans la foule restaient là pour prendre le temps de parler avec nous, prendre des photos, signer des autographes, apprendre à nous connaître un peu plus. C'était vraiment très, très bien. Les gens, quand je perdais, ben, les gens avaient de la sympathie pour moi. Que quand j'étais face, ben, le méchant avait triché pour me battre. Là, par exemple, un moment donné, j'avais une histoire que j'avais une série de combats que je perdais souvent. J'étais en rivalité contre un autre, mais l'autre arrivait toujours à me battre, ou il trichait, ou c'était un autre membre de sa clique qui venait. Fait que là, c'était comme à chaque combat, les gens étaient comme, ben là, Patriote, quand est-ce que tu vas gagner? Quand est-ce que tu vas battre un tel? C'est long, nanana. Puis là, quand finalement je l'ai battu, le monde était super content. Les gens étaient, tu sais, bon, enfin, tu as gagné. Les gens étaient vraiment comme attachés à ce personnage-là. Parce que oui, c'est moi, mais c'est un personnage exagéré, comme je disais tantôt. Fait que les gens étaient quand même très contents quand je gagne, déçus quand je perdais. Fait que c'était une très, très belle connexion pour ça. Quand j'ai viré heel, ben, c'est un peu tombé entre deux chaises à cause de la pandémie. Je l'ai fait en février 2019. Fait que là, on a eu comme un peu, mais après ça, un an après, c'est tombé. Fait on commençait à construire quelque chose, puis là, après ça, c'est tombé. Puis quand on a recommencé en 2022, je crois, ben là, les gens étaient comme un peu surpris. Ceux qui avaient manqué l'histoire 2019 étaient comme, ben là, comment ça, t'es le méchant? Fait que c'était comme un retour à la case départ pour ça, mais c'était bien correct aussi. T'sais, moi, je pouvais recommencer. J'avais une page blanche pour ça, fait que c'était quand même très bien aussi là-dedans. Puis les gens étaient contents aussi de voir, ils voyaient comme des nouvelles facettes de mon personnage qu'ils ne voyaient pas avant. Puis eux voyaient que je pouvais aller plus loin dans certains éléments, qu'en étant gentil, ben, je pouvais peut-être moins le faire. Fait que là, ben, on triche un peu plus, on lance certaines insultes. C'est presque illimité comme possibilité en étant heel. C'est vraiment quelque chose qui est très, très bien, mais je me limite quand même aussi un peu pour justement pas avoir des insultes gratuites, parce que je veux pas qu'à la fin des spectacles, les gens viennent me voir et sont comme je vais aller péter tes pneus à ton auto, je vais aller trouver ton adresse chez vous, puis là, je vais aller, tu sais, là, je veux pas des menaces personnelles comme ça, tu sais, je veux vraiment juste faire comme OK, tranquillement, tu sais, c'est ça, je veux quand même pouvoir parler aux fans après puis dire qu'ils ont apprécié ça, mais en général, à 99%, tout le monde comprend très bien que c'est un spectacle, puis même si je triche, je fais le méchant là-dedans, les gens comprennent très bien que c'est un personnage, puis ils sont quand même très contents de me voir après les spectacles, même si pendant mon combat, ils me criaient des insultes, mais ça, il n'y a pas de problème pour ça. Ça fait partie du spectacle. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des réactions, que ce soit positif, négatif. Il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Tant que les gens embarquent dans le spectacle, nous, c'est ce qu'on veut.
Ça a été accepté facilement, difficilement, ce changement de personnage? Facilement pour la plupart, mais il y en a qui n'ont toujours pas digéré. Il y OK. en a qui, tu sais, comme contre Nick Mekagis, il y a 2, 3 semaines, les gens m'aiment encore, ils aiment ça quand même, m'acclamer. Puis aussi, je crois que la coupure se fait un peu plus difficilement vu que je lance pas des insultes directement à eux. Je les traite pas de plein de noms. Je fais pas des insultes sur leur apparence, sur leurs vêtements, ci ou ça, tu sais. Donc, c'est certains éléments que c'est comme si ça venait me nuire un peu d'une certaine façon, vu que je ne jouais pas cette carte-là. Mais en même temps, je trouve que c'est de jouer le heel facile d'avoir certaines insultes gratuites comme ça qu'on peut lancer à n'importe qui. Dire, ah, t'es laid, tu pues, t'es gros, t'es petit, t'es pas beau. C'est comme facile de dire ça à peu près pour tout le monde, même si c'est pas le cas du tout de tout le monde, mais c'est juste facile de dire ça à peu près à n'importe qui, n'importe où, que quand on rentre dans un spectacle de lutte, de dire ah, tout le monde est laid, ça pue ici, c'est pas beau, Ouais. c'est une ville de pauvres. Donc, il y a certains fans qui ont peut-être pas encore fait ce déclic-là, ce qui est tout à fait correct aussi. C'est comme ce côté-là que l'on doit jouer un peu avec OK. ça, de voir où on s'en va avec ça. Et alors, en général, je demande ça aux lutteuses parce que c'est elles qui ont malheureusement le plus de soucis en général, tu vois, dans le catch. À ton époque, quand tu as débuté, hein, ou même un petit peu avant, c'était un peu la post-pipi. Malheureusement, c'est un peu ce que j'ai dit beaucoup avec beaucoup de lutteuses et qu'ils étaient tout à fait d'accord avec moi. Mhm. Ça a changé et heureusement d'ailleurs par la suite. Je voulais savoir, toi, depuis que tu es dans la lutte, est-ce que tu as vu des fois un peu des fans, que ce soit envers toi ou envers tes collègues catcheurs ou catcheuses, mais est-ce que tu as vu des fans un petit peu débordés et que ça t'a choqué? Par exemple, tu vois, tout à l'heure, bon, tu disais que pour rire, hein, il y avait un fan qui disait ouais, qu'il voulait crever tes pneus et trouver ton adresse. Est-ce que ce genre de choses, ça s'est vraiment pas passé? Est-ce qu'il y a déjà eu des lutteuses ou des lutteurs qui ont eu des soucis avec des fans parce qu'ils ils n'arrivaient pas à comprendre, tu vois, enfin, ce côté personnage? Oui, mais pas directement avec moi. C'est que OK. moi, je fais de la lutte, mais je suis aussi organisateur des spectacles de lutte ici à Sherbrooke. Donc, c'est OK. plus mon chapeau d'organisateur qui va répondre à cette question-là. C'est ça, c'est que moi, en tant qu'organisateur, je trouve ça plate quand des spectateurs vont d'insultes gratuites et s'acharnent sur cet élément-là, que ce soit des insultes homophobes, des insultes racistes ou des insultes sexistes. Ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Et Faut maintenant, condamner tout de suite. depuis notre début de la saison automnale en septembre, l'annonceur, je lui demande de dire que ces propos-là ne sont pas tolérés, qu'il y a d'autres façons d'insulter le lutteur que par sa couleur de peau, son orientation sexuelle, ou parce que c'est une femme ou une personne trans, n'importe quoi. Je trouve qu'il y a d'autres moyens de l'insulter que de cette façon-là. C'est comme si tu croisais quelqu'un dans la rue. Je trouve ça gratuit de faire quelque chose comme ça. Tu peux le penser tant que tu veux, mais aie la créativité de dire autre chose que ça à un lutteur qui est noir ou à un lutteur qui est homosexuel. Pour moi, je trouve ça gratuit, puis ça fait juste démontrer la faiblesse de, peut-être pas ton intelligence, c'est peut-être un peu fort, mais tu sais, la faiblesse de ta créativité dans tes insultes, de dire, ben, tu sais, tu traites un de gay, d'homophobe, de tapette ou de noir, de si, tu sais, de, bon, de, tu sais, de traiter une femme de salope ou de pute, ou, tu sais, c'est comme, puis en même temps, c'est, je sais pas, je trouve ça ajoute à rien. Tu sais, comme moi, Oui, je disais mais tantôt, d'aller dans les insultes gratuites en tant que lutteur, mmh, c'est d'y aller du côté facile, mais autant des côtés des fans, c'est d'y aller aussi du côté facile, de ouais. me dire, ah, bah, ben, tu sais, une telle, t'es une ci, t'es une ça. Puis dernièrement,
au printemps, je crois, à notre gros spectacle style WrestleMania. Si ma mémoire est bonne, en mai dernier, on avait une lutteuse de Québec qui était une jeune recrue très, très bonne, beaucoup de potentiel, mais qui a quand même subi certaines insultes sexistes quand elle est venue chez nous à Sherbrooke. Puis moi, je condamne ça. Et malheureusement, elle m'a ghosté, comme on dit depuis ce temps-là. Je lui ai écrit sur Facebook pour essayer de la recontacter. Elle ne répond pas aux messages que je lui envoie. Elle nous ignore totalement, mais je la comprends tout à fait. Parce que quand elle est venue, elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Elle a fait un excellent combat, soit dit en passant. Mais les insultes l'ont affectée personnellement, chose qui n'aurait pas dû arriver, mais cette habitude-là humaine, le réflexe humain, ça je cherchais, le réflexe humain fait que quand on traite quelqu'un de salope, ben on le prend personnellement, même si l'insulte est dirigée vers le personnage. C'est sûr que quand on n'a pas une grosse carapace, parce qu'on n'a peut-être pas été habitué à ça, c'est moins facile. Fait que c'est sûr que nous, depuis ce temps-là, on a été conscientisés à ça, on porte une attention particulière, on trouve ça regrettable. Donc, on le fait attention, on le dit aux fans. Notre équipe de sécurité qui est là durant les spectacles est aussi conscientisée que quand on entend quelque chose comme ça, on va voir les gens sont expulsés automatiquement. Ils n'ont pas le droit d'avoir comme... C'est important, tout de suite. Oui, on l'a dit. Puis, puis en même temps, en tant que fan, si tu entends ton voisin dire ça, tu fais juste lui donner un petit coup de coude comme « Hey, chose, arrête donc, trouve autre chose que juste une insulte gratuite comme ça. » De le traiter de noir, de gay, de... Oui, bien sûr. C'est comme ça n'a pas sa place là. Trouve autre chose, là. Dis qu'il n'est pas bon, qu'il ne sait pas lutter, qu'il n'est pas vite, qu'il est ci, qu'il est ça. Il y a 1 milliard d'autres insultes que celle-là qui va être beaucoup plus efficace que de juste traiter quelqu'un d'insulte gratuite. Je trouve ça comme vraiment plate, mais encore en 2024, on s'améliore, les gens sont conscientisés, les gens acceptent de plus en plus les différences des gens, mais il va toujours avoir une petite portion de la population qui a la vieille mentalité, de la vieille école. C'est n'importe quoi. De leur dire à l'avance, peut-être que ça va juste semer une graine dans leur tête, et que là, quand ils vont vouloir dire quelque chose, ils ne le diront pas, parce qu'ils vont se rappeler que l'annonceur, 1 heure avant, va l'avoir dit. Fait que, c'est ça, c'est vraiment plus le chapeau d'organisateur là, qui parle, que je trouve ça dommage, parce que en tant que président de notre organisation, que maintenant on s'appelle l'Académie de lutte estrienne, parce que tantôt je parlais de l'ancienne, mais là maintenant, nous, c'est la ALE, l'Académie de lutte estrienne. Moi, je suis le président du conseil d'administration et c'est ça que moi, je trouve ça plate parce que surtout quand c'est des gens de l'extérieur, après ça, les gens vont le dire à d'autres qu'ils sont venus à Sherbrooke, ils n'ont pas eu une bonne expérience. Et après ça, moi, quand je les contacte, eux disent « Ah, non, je ne veux pas aller là. Vous êtes des pas bons, des tout croches, on me faire traiter de tout et non, nanana. » C'est ça qui est un peu dommage aussi là-dedans parce que c'est un très faible pourcentage d'incidents qui arrivent, mais ça contamine plein de gens puis ça affecte notre réputation. Mais pour moi, tu vois, un truc comme ça, une insulte homophobe et tout, pour moi, tu n'as même pas de premier avertissement, en fait. Tu vois, pour moi, c'est dehors directement. Tu vois, il faut condamner tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup trop dangereux. Si tu laisses ça passer une fois, c'est mort. Tu vois, toi en tant que président, tu dis non, c'est bon. Vous avez payé. S'il faut, entre guillemets, on vous rembourse et vous dégagez de là ou quoi que ce soit. Mais on veut plus avoir des trucs comme ça. Et je trouve que c'est important, tu vois, d'en parler. Parce que, tu vois, dans l'univers du catch, il y a de tout. Il y a des personnes qui sont, qui sont homosexuelles. Il y a des personnes qui sont trans et tout. Et tu vois, j'ai l'impression que parfois, ces gens-là, ils ont un peu du mal, disons, tu vois, à
s'imposer parce que tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont et parce qu'ils sont pas hétéros et qu'ils sont différents, tu vois? Ils sont différents de nous. Non, moi, je suis désolé. Et encore une fois, encore une fois, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça change quoi ta vie, en fait? Moi, je fonctionne toujours comme ça, qu'une personne soit, tu vois, que soit hétéro, soit bisexuel, bref, autre, qu'il soit noir, blanc, marron, violet, enfin, j'en sais rien. Moi, non, 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 mais c'est vrai, moi, je OK. fonctionne toujours comme ça change quoi à ma vie, en fait? Est-ce que cette personne m'empêche de vivre? Est-ce que cette personne m'empêche de respirer? Non, chacun fait sa vie, chacun est comme il est, chacun a son bord politique, chacun a son bord sexuel. Moi, je m'en fous, tu vois. Moi, Oui. chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, en fait, tu vois, des fois qu'il y a des insultes comme ça, qu'il peut y avoir aussi de la misogynie et tout, parce que c'est vraiment des choses, moi, que je ne supporte, tu vois, que je ne supporte pas et que je trouve que, tu vois, c'est extrêmement important, tu vois, pour moi, de condamner tout de suite. Par contre, tu vois, là où moi, tu vois, j'ai un peu aussi un autre problème, c'est-à-dire que, tu vois, des fois, tu vois, t'as toujours un peu des guerres entre lutteurs et des fois, tu vois, tu as aussi des on-dit. Et le problème des on-dit, c'est que parfois, des fois, bah, tu vois, tu as des lutteurs qui vont cracher, que ça soit des trucs vérité ou non, hein, des fois, sur d'autres lutteurs. Et donc, du coup, Mhm. bah, Ouais. comme, comme d'autres lutteurs, je sais pas moi, ont une réputation, par exemple, je sais pas moi, je veux dire une connerie. Imagine, tu vois, t'as un lutteur, il a une réputation de pédophile. Bah, le fait de le voir dans ta structure, bah, on va dire qu'en fait, en gros, bah, toi, le promoteur ou toi, l'organisateur, bah, tu vois, tu acceptes ce genre de choses. Alors qu'en fait, tu vois, c'est pas forcément vrai et tout. Donc, tu vois, ça aussi, tu vois, c'est un problème. C'est un problème où parfois, il y en a, il y a des gens, tout comme on parlait là, tu vois, qu'il y a des gens aussi, pareil, tu vois, qui insultent, qui a des problèmes d'homophobie, et ça, il faut aussi Mhm. les condamner. Mais il y a aussi des lutteurs qu'il faut aussi condamner quand ils accusent aussi d'autres personnes qui n'ont absolument rien fait et tout. Parce que, bon, après, attention, hein, je dis pas que tous les lutteurs font ça, hein, j'arrive bien à faire la différence, mais je sais que, tu vois, moi, j'ai déjà entendu qu'il y a des lutteurs, tu vois, qui ont insulté un tel et tout, puis qu'ils ont mis une sale réputation à certains lutteurs, puis au final, bah, quand le lutteur qui a une sale réputation, qu'on a découvert qu'en fait, au final, bah, le mec, il avait rien fait tout, bah, Mhm. aujourd'hui, Ouais. quand il essaye de s'imposer, bah, on veut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on reconnaît pas qu'on a fait une erreur. Tu vois, ça aussi, Ouais. c'est un peu le problème aujourd'hui. Je trouve que ça soit dans l'humain et tout, et dans le monde du catch, ça aussi, je trouve que c'est un problème, tu vois, qu'on n'arrive pas à reconnaître ses erreurs. Tu vois, on se dit, voilà, là, on l'a peut-être jugé un peu trop vite. Et pareil, on juge aussi trop les gens trop vite aujourd'hui. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, on juge trop les gens trop vite. On laisse pas la présomption d'innocence. Et moi, ça, pareil, c'est aussi quelque chose qui est très important. La présomption d'innocence existe. Il faut laisser la justice travailler quand il y a des problèmes comme ça. Et je trouve que tu vois, c'est très important et c'est bien. Bon, je me suis un peu écarté du sujet, je suis Non, désolé, non, c'est bien correct. mais Mais je trouve oui, qu'il faut en parler, ça. Il faut je en suis parler, bien c'est d'accord important. avec toi. Et aussi, souvent, ce qui peut arriver, c'est que, comme par exemple, si je te parle, hey Dylan, va voir tel film au cinéma, il est excellent, il y a de l'action d'un bout à l'autre, tes attentes envers ce film-là sont là. Ouais, bien sûr. Ou au contraire, si je te dis, va pas voir tel film, il est plate, 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 il est pas bon, pas bon, pas bon, tu as déjà le préjugé, si on veut, ou tu as Oui, bien déjà sûr. l'opinion préfaite de ce film-là ou de cette personne-là. Ben justement, quand on dit qu'on juge trop vite, c'est là que moi je voulais en venir, c'est quand on juge trop vite, on a déjà, même avant de rencontrer la personne, on a déjà une opinion qu'on a entendue de quelqu'un d'autre, se faire Ouais. dire cette personne-là est comme ça, comme ça, comme ça, même si des fois c'est pas ça du tout. Fait que quand on rencontre la personne, on voit ces traits-là, même s'ils sont pas là, on les perçoit parce qu'on s'est fait dire que la personne avait ces défauts-là. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment très plate, mais ça fait partie des gens. C'est ça, Ouais. on doit les accepter, mais au moins, tant qu'on a un petit peu conscience, puis qu'on s'en rend compte et qu'on est conscientisé, qu'on apprend à connaître la personne nous-mêmes et à se faire notre propre idée,
notre propre opinion de la personne, du film, de n'importe quoi, du lutteur, bref, n'importe quoi. Tant qu'on se fait notre propre opinion, ben après ça, c'est correct, puis on peut aller revoir l'autre et dire ton opinion pour toi, c'est correct, mais moi, j'en ai une autre, puis je dois de penser différemment de toi. Mais c'est important, et ça, malheureusement, c'est un problème de beaucoup ont. Tu vois, beaucoup ont d'entendre des on dit, il a fait ceci, il a fait cela. Ah ouais, c'est vrai. Donc, du coup, en fait, tu vois, tu donnes une image à une personne qui n'est pas forcément vraie, en fait. Peut-être juste parce que la personne, du terme, peut-être que juste la personne, elle n'aime pas ta gueule. Elle se dit, bah lui, ça doit être, je sais pas moi, un mec vraiment casse-couille ou autre. Donc, du coup, bah, je vais inventer un truc, ou je sais pas, tu as eu une embrouille avec lui sur un petit sujet ou quoi que ce soit. Donc, du coup, bah, tu dis, bah, lui, je vais lui pourrir, tu vois. Des fois, tu as des gens, ils sont comme ça, et je trouve ça. Mais tu vois, je trouve que c'est important de parler de ce genre de choses, parce que aujourd'hui, tu vois, on en a du mal, tu vois, à parler. Je trouve que, tu vois, les personnes, tu vois, qui sont pareil, hein, tu vois, qui sont homosexuels, qui sont trans et tout, j'ai l'impression, moi, c'est un ressenti que j'ai. J'ai l'impression que c'est des gens, tu vois, qui sont trop réservés, tu vois, dans ce milieu de la lutte, qu'on ne les voit pas assez, qui ne sont pas assez mis en avant au niveau des paroles. Quand ils vont parler, quand ils vont dire leur avis à quelqu'un, on va dire, ouais, toi, ferme ta gueule, le PD, allez, retourne là-bas. Ou toi, ferme ta gueule, le trans, allez, retourne là-bas. On ne sait même pas si c'était une fille ou si c'était un garçon. Non, moi, tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Pour moi, tout le monde a le droit de donner son avis. Et peu importe que tu sois trans ou autre, tu dois être mis en avant et tu dois être traité comme tout le monde. C'est tout. Moi, et je trouve que, tu vois, c'est important, parce que, tu vois, moi, je ne veux pas non plus me lancer des fleurs, mais je trouve que, tu vois, j'ai déjà écouté beaucoup d'interviews et tout. Et je trouve que ce sujet-là, on ne l'aborde pas assez, en fait, en podcast. En podcast, en interview, on ne l'aborde pas assez. Et tu es obligé d'en parler ici. Parce que, tu vois, c'est des sujets qui touchent pas mal de monde. Que ce soit également aussi des personnes qui sont en situation de handicap, tu vois. Il y a des gens, tu vois, qui sont aussi en situation de handicap et qui se disent, bah, est-ce que moi, je vais avoir ma place également aussi dans la lutte? Parce que tu peux avoir des handicaps qui se voient et des handicaps invisibles. Ça existe aussi. Parce que les gens, ce qu'ils ont dans leur tête, quand une personne est en situation de handicap, c'est forcément visible. Non, il existe des handicaps non visibles où tu mets une personne sur une certaine tâche, et bah, là, elle ne peut pas parce qu'elle se retrouve en difficulté complète. Et ce n'est pas pour ça que cette personne-là, dans la vie, elle ne fera jamais rien de sa vie. Ça, c'est encore une fois que des préjugés. Un autre petit exemple, samedi passé, j'ai lutté contre une personne autiste. Oui, ben voilà. Et alors, ça a super bien été. Ben voilà. C'est numéro 1, très bon combat, ça a très bien été. La discussion avant le combat, c'était fluide, ça allait super bien. Puis si la personne ne me l'avait pas dit, je veux dire, c'est une personne normale comme tous les autres. Là, je veux dire, on a fait un très bon combat, puis c'est tout. Là. Moi, les personnes autistes, ils m'impressionnent. Je te jure, moi, ces gens-là, ils m'impressionnent, c'est au niveau de leur intelligence. C'est impressionnant, ces gens-là. C'est même, tu vois, c'est même moi qui est jaloux de me dire, putain, mais pourquoi moi, je suis pas comme ça? Non, mais c'est vrai, parce que honnêtement, franchement, mais les mecs, les mecs ou les meufs, hein, parce qu'en général, on dit les mecs, mais il y a aussi beaucoup de meufs et tout qui sont comme ça, tu les mets dans un truc, mais ils t'éclatent le machin, quoi. Ils t'éclatent le truc, c'est incroyable des gens comme ça. Franchement, les autistes, s'il y a des autistes qui nous écoutent, franchement, big up à vous. Hein. Parce que moi, personnellement, vous m'avez tous impressionné et tout. Franchement, j'ai toujours été choqué d'un mec qui était autiste. On va mettre ça de côté parce que je trouvais que c'était important d'en parler. On va revenir à toi et je suis désolé hein, d'être parfois un peu ce sujet sur le côté. Je voulais juste savoir, avant de parler de tes meilleurs matchs, en général, quand tu arrives sur le ring au début, est-ce que tu as été quand même stressé et est-ce que tu avais des rituels un petit peu particuliers? Alors, quand tu parles de rituels, hein, ce n'est pas des rituels sataniques, mais disons un peu, tu vois, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que tu avais un maillot de porte-bonheur, un caleçon porte-bonheur, des chaussettes porte-bonheur? Est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Bref, est-ce que tu as un rituel particulier en général avant de lutter? Oui, en fait, j'ai un rituel que peu de gens connaissent. Je crois qu'il y a seulement ma mère qui le sait. Donc là, maintenant, tous les autres qui vont écouter ils vont le savoir, voilà, c'est vont ça. l'apprendre.
il y a plusieurs gens qui m'ont peut-être vu quelques secondes avant de franchir le rideau faire comme une espèce de prière ou juste un signe de la croix puis pointer en haut. C'est que avant chacun de mes combats, parce que ma grand-mère maintenant est décédée, mais même quand elle était en vie, avant, je lui parlais comme ça un peu. Je fais toujours une petite pensée à ma grand-mère ou à d'autres gens avant mon combat. Fait que si j'ai l'air d'être dans ma bulle 5 secondes avant de rentrer et de franchir le rideau pour faire mon entrée, si j'ai l'air comme bizarre de faire des simagrées, des gestes puis de parler à personne, c'est normal. Je ne suis pas fou. Je ne parle pas à un ami imaginaire. C'est juste comme un petit quelques secondes, juste un petit coucou, juste un petit salut pour être certain que tout se passe bien. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis mes débuts, que je parle à des gens de ma famille qui sont peut-être plus là avec nous, qui nous ont quittés malheureusement. Fait que c'était des gens importants pour moi, qui le sont toujours. Fait que moi, c'est ça, c'est comme juste une petite pensée pour eux, qui m'aillent soutenu dans la lutte ou qui m'ont jamais vu lutter parce qu'ils sont partis plus tôt, mais juste une petite pensée pour eux, un petit coucou. Fait que c'est juste c'est quelque chose comme ça, que c'est mon rituel. J'en ai pas vraiment d'autres. J'écoute pas de musique ou j'ai pas un caleçon ou une paire de bas chanceuses que je mets comme à la Tiger Woods, que lui, il met tel chandail quand il sait qu'il est en finale d'un tournoi ou quelque chose comme ça. Tu sais. Chacun, on a nos rituels, mais moi, c'est vraiment juste celui-là que j'ai comme petite habitude là, avant de commencer ma performance, si on peut dire comme ça. Il n'y avait pas quelqu'un aussi qui était réputé ou quand tu avais ce slip ou sa tenue particulière, tu savais qu'il allait gagner et justement quand il changeait sa tenue, on savait qu'il allait perdre. Il n'y avait pas un mec comme ça à un moment donné. Je crois que j'ai déjà entendu ça. Ça me dit quelque chose. Je ne sais pas si ça te dit toi Ça me dit quelque quelque chose. chose. J'arrive pas à mettre. Je sais que Kane, le frère de l'Undertaker, j'avais remarqué que quand il faisait aller ses pétards au début du combat, c'est parce que il perdait. Parce que quand il gagnait, en tout cas, c'est peut-être une théorie que moi j'ai faite dans ma tête, mais il me semble que quand il gagnait, il faisait ses pétards à la fin du combat. Fait que quand ces pétards allaient au début du combat, tout de suite, je savais qu'ils étaient pour perdre parce que c'était comme si eux autres ils ont juste un coup de pétard pour Kane. Fait que si c'était avant, c'était pas après, ou vice-versa, mais c'était peut-être, mais peut-être que c'est vraiment seulement dans mon subconscient. Mais oui, je crois avoir entendu quelque chose comme ça, qu'il y a un lutteur qui avait comme des superstitions comme ça, ou sachant qu'il était pour gagner, il mettait tel élément ou il faisait telle chose de plus. Peut-être, mais je ne serais pas capable de mettre un nom là-dessus. Là. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu te rappelles de peut-être ce pire ou ce bon moment? Tout dépend des gens. En général, c'est plutôt un moment un peu inoubliable, même si parfois ça aurait pu être bon, comme ça aurait pu être catastrophique, hein. Ça dépend de comment vous le ressentez. Est-ce qu'on peut parler de ta première fois sur le ring? Oui, oui, effectivement. La première fois Bon sur ou mauvais souvenir? Bon ou mauvais? les deux. Ok, Les deux. Quand j'ai dit que j'avais fait mon premier combat, c'était en mars 2004 à Sorel. C'était là le combat qu'on gagnait les ceintures par équipe. Donc, dans d'accord. mon vrai premier combat devant le public, on gagnait les ceintures par équipe et c'était un combat que je parlais sous forme de pièce de théâtre. Mais mon partenaire, le Patriote Lecourt, s'est blessé au début du combat. Il a fait une commotion cérébrale sur un Bautista Bomb. Donc, il avait mangé trop de McDonald's pour souper avant. Et je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, bref, sur le Bautista Bomb qu'il a mangé, il s'est cogné la tête par terre et il est parti dans les vapes. Il était mou comme... il était mou. Il n'était plus là du tout. Et moi, c'est mon premier combat à vie. J'ai peut-être 6 ou 7 entraînements au total, ce qui est à dire vraiment pas beaucoup.
J'ai jamais fait d'impro, rien du tout. Et là, c'est un combat en équipe, vous comprendrez. Et donc, l'autre équipe prend mon partenaire mou, l'amène dans mon coin, puis ils font comme OK, ah ouais, Patriote Séguin, viens-t'en, on continue. Mais là, moi, le, dans le texte, j'ai prévu de rentrer seulement à la 2e page. Et là, on est à la 2e ligne de la première page. Donc, on est très loin de mon entrée en scène dans le combat. Donc là, j'ai fait un peu d'improvisation avec ce que je savais, avec les prises que je savais, c'est-à-dire peut-être une ou deux. J'en connaissais vraiment pas beaucoup. Donc, à ma grande surprise, je ne sais pas d'où j'ai pris cette initiative-là, mais j'ai pris les initiatives, le leadership un peu de cette portion-là d'improvisation pour pas très longtemps, peut-être 2-3 minutes. Puis après ça, on a comme sauté une grande partie du combat là où mon partenaire devait être dans le ring parce qu'il n'était plus là. Le temps qu'il reprenne ses esprits parce qu'il est quand même revenu un peu. Et là, quand j'ai vu qu'il était là un peu, qu'il commençait à revenir sur terre, au milieu, en fait, dans le coin, moi j'étais au milieu du ring, fait que je lui ai parlé. J'ai juste fait un petit signe, savoir si tout était beau, est-ce qu'il était revenu, est-ce que ça vaut ce qu'il était. Il semblait quand même correct, fait que là, j'ai retagué avec lui, puis on a pu reprendre là où on était rendu à peu près dans notre pièce de théâtre, dans notre texte. Mais c'est Waouh. ça a quand même été très, très, très spécial. C'était pas évident parce que c'était lui qui Oui, faisait le tout en compte fait, 1, 2, 3 à la fin. quasiment tout. Et, C'était ça, tu sais. Fait que c'était quand même assez spécial pour ça. Là. du coup, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu est-ce, est-ce que tu trouves ça complètement ridicule, tu vois? Parce que tu vois, enfin, le fait de laisser entre guillemets, tu vois, enfin, un jeune qui débute, qui n'a, bah, tu vois, enfin, qui n'a malheureusement pas trop d'expérience, hormis ce que vous faites en entraînement et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, c'était une erreur de ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils auraient même pas dû aussi également arrêter le match? Est-ce que c'était pas un peu aussi le rôle de l'arbitre? Moi, qui a eu des arbitres ici, est-ce que c'était pas un peu aussi le rôle de l'arbitre de se dire, bah voilà, malheureusement, il a une commotion cérébrale, on ne sait pas comment ça va évoluer, hein, parce que bah, malheureusement, si tu n'es pas médecin, tu ne peux pas savoir et tout. Est-ce que ça n'aurait pas été, avec du recul, est-ce que tu te dis, ils n'auraient pas dû arrêter le match? Oui, effectivement, c'est sûr, le combat aurait dû arrêter. Même si dans les histoires, ça aurait changé certains plans, au niveau santé, c'était ce qui aurait dû être fait, autant pour ma santé à moi que mes adversaires, que mon partenaire qui a eu une commotion, parce que non seulement on a continué le combat, mais il est revenu dans le ring aussi à la fin. C'est peut-être pas lui qui a subi des prises, mais qui en a peut-être exécuté quelques-unes. Fait que c'est quand même correct, mais c'est comme si un joueur de hockey ou un Ouais, joueur au foot a une commotion cérébrale puis revient au jeu 30 minutes après. T'as ouais, peu, là, c'est comme il y a un protocole maintenant de tests médicaux à passer pour être certain comme ça, parce que lui, 5 minutes après le combat, il est en train de vomir à l'extérieur ouais, sur le bord de l'entrée principale. Il vomissait son McDo. Fait ouais, non, mais mais c'est ça, c'était vraiment pas évident. Puis je pense que ça a été le dernier ou l'avant-dernier combat de sa carrière. Fait que c'est sûr que peut-être qu'il voulait arrêter aussi, mais je pense que ça l'a comme accéléré les choses un peu là-dedans parce qu'au niveau de la santé, elle était plus là. Fait qu'au niveau de l'équipe des Patriotes, elle n'a pas duré très, très longtemps. tu gardes quand même un bon souvenir de cet endroit où des fois, avec du recul, tu te dis, putain, c'est quand même compliqué, j'ai bien fait de me barrer de là. Oh non, non, j'ai un excellent souvenir de là. J'ai Ok. vraiment beaucoup aimé. La camaraderie était vraiment très le fun. Il y en a encore quelques-uns de mes collègues de Sorel que je croise, comme Marie-Lie Rose, que tu as fait une entrevue aussi avec elle, qui était aussi une ancienne de Sorel que j'ai connue dans le temps. On a commencé les deux à peu près en même temps à Sorel en 2003, 2004, 2005. Fait qu'elle aussi, quand on se croise, on est toujours très content. On se rappelle des vieilles anecdotes de la lutte à Sorel. D'ailleurs, comme je disais, en tant que promoteur de la lutte, je l'ai contactée. Et quelque part en novembre, je crois, début novembre, elle va venir lutter avec nous.
Fait que je fais toujours appel à des vieilles connaissances. Bah, c'est bien. Honnêtement, franchement, c'est bien. Oui, fait que moi, j'ai quand même des très bons amis là-dedans. Fait que je ne garde que du positif. Sinon, sans vouloir te presser, je te dirais qu'il me reste peut-être environ 15 à 20 minutes avec toi. Après, je vais devoir te quitter malheureusement parce que Il n'y a aucun problème. c'est ça. Fait que, je Des voulais choses de juste pas prévues. qu'on Non, mais il n'y a finisse pas de souci. en queue de poisson, mais je veux quand même terminer Non, en beauté mais avec toi, mais je voulais au moins que tu puisses continuer avec tes prochaines questions en connaissance de cause. il n'y a pas de souci. Puis je suis désolé, on a trop parlé, on parle beaucoup. Et encore une fois, je suis désolé, mais il n'y a pas de souci. Hein, on va bientôt mettre un terme à l'interview. Bah, du coup, tu vois, allez, on termine vraiment avec 5 dernières questions. Parfait. Si tu peux me dire l'un de tes matchs préférés et l'un de tes pires matchs que tu as fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Un de mes combats préférés, en fait, c'est un combat à thématique de Noël OK. que j'ai fait contre un de mes anciens élèves parce que j'ai eu une école de lutte à Sherbrooke pendant environ 3 ans. Donc, c'était un combat, un Christmas Street Fight, donc une bagarre de rue à thématique de Noël avec des sapins, des cadeaux, avec une bûche qui est un gâteau de Noël là, en forme d'une bûche de Noël. Fait que c'était vraiment un combat thématique. Ça, c'est quand j'étais face, donc j'étais contre un lutteur de style redneck, camionneur, avec des jeans puis une camisole blanche avec des taches d'huile sur le dessus, que lui aussi, il était très coloré. Il était très enjoué dans le combat. On était 2 personnes avec plein d'idées folles dans le combat. La foule a embarqué dans nos idées. C'était très stupide, très drôle, très divertissant comme combat. Avec des cadeaux, on s'est lancé dans un sapin de Noël. On a fini ça avec un gâteau de Noël écrasé dans le visage, avec des guirlandes, des lumières. Bref, tu comprends un peu le genre de combat que c'était. D'ailleurs, je pourrais te l'envoyer aussi. Là, on l'a sur YouTube. Fait qu'après notre entrevue, là, ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Tu vas voir, Ça c'était marche. très divertissant. Fait que c'est très, très assurément dans mon top 3 de mes combats préférés. Sinon, au contraire, un combat que j'aurais bien aimé mettre dans mon top 3, mais quand tout part en vrille, pour des raisons qu'on s'ignore, quand une chose va mal, il y en a une autre, puis une autre, puis une autre. Ayant un personnage québécois, c'est sûr que quand c'est la fête nationale du Québec, le 24 juin, je suis un peu comme le Undertaker à WrestleMania. C'est quand même un moment fort dans mon année de lutte. J'aime toujours ça, lutter en quelque part quand c'est la fête nationale ici au Québec. Et une année, c'était dans un camping, si je ne me trompe pas, devant environ 800 à 1000 personnes contre un des meilleurs lutteurs au Québec, que maintenant il s'appelle Ryan Rogan, que j'ai déjà lutté une fois contre lui. Excellent lutteur, mais je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été une bonne journée. Peut-être notre chimie, ça allait pas bien, mais tout allait mal. On s'est pas fait mal, on s'est pas blessé. Ça, c'est correct. Mais peut-être qu'on n'a peut-être pas une bonne chimie ensemble ou c'était une mauvaise journée, les deux en même temps, ça allait pas bien. Et comme je dis, quand une chose part en vrille, là, une autre, puis là, on manque une prise, puis là, on oublie quelque chose, puis là, on se rentre dedans, puis là, on tombe, puis fait que là, finalement, c'était à chier, comme on dit au Québec, comme combat. C'était nul. C'était vraiment zéro comme combat. Je ne pense pas qu'il est sur Internet et j'en suis très content qu'il ne soit pas là. Alors, si quelqu'un a ce combat-là, ne le mettez pas sur Internet, s'il vous plaît. Sinon, je vais vous poursuivre. C'est ça, c'était vraiment nul. Ouais. Et c'est ça, donc c'était vraiment un de mes pires combats, mais c'est des choses qui arrivent, mais au moins, comme le disait souvent Bret Hart, l'important, c'est de ne pas se blesser. Fait qu'au moins, on ne Bien s'est pas sûr. blessé. On s'est serré la main en arrière, puis c'était bien correct. Du coup, tu es
très rapidement, pour que je puisse enchaîner avec les autres, avec une question, et je te dis, on en a encore 4. Je voulais savoir, tu disais tout à l'heure en introduction que les membres de ta famille sont également aussi venus. C'est ceux qui te connaissent le plus qu'un public lambda. C'était quoi leur réaction? Est-ce qu'ils étaient fiers de toi? Est-ce qu'ils étaient surpris? Bref, leur réaction, c'était quoi? Quand j'ai commencé à faire de la lutte, tu veux Ouais, dire? ouais. OK. Ben, il était surpris et il était très fier de moi. Mon frère aussi est arbitre et aussi dans le conseil d'administration avec moi. Fait que tous les deux, on met beaucoup d'énergie dans le ring et en dehors du ring. Fait que ma mère était vraiment pas surprise que ni mon frère Jean-Philippe ou moi, on s'implique en coulisses et dans le ring, parce que c'est quand même quelque chose qui nous passionne tous les deux. Au début, elle se demandait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mes deux enfants tombent dans la lutte, que mes deux enfants soient lutteurs. C'est vraiment très, ben pas, en fait, un frère arbitre et moi lutteur. C'est comme, qu'est-ce que j'ai pu manquer, qu'est-ce que j'ai fait dans leur éducation, mon Dieu, pour que ça tombe comme ça. Mais non, on en rigole plus qu'autre chose. Mais c'est sûr que je n'ai eu que du positif de leur part, que du soutien, puis ça continue encore aujourd'hui. Ok. Avec du recul, est-ce que tu dirais que tu regrettes d'avoir choisi la lutte ou pas du tout? Pas du tout. Non, ça m'a permis de faire des belles connaissances, de mieux me connaître en tant que personne. Fait que ça, je suis très, très, très content pour ça. Fait que non, je ne regrette rien du tout. Même mes moins bons combats, je ne les regrette pas du tout. Je suis très content pour ça aussi. Ouais. 3 dernières questions et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. On arrive à la question la plus compliquée de l'interview, hein. Je la pose à tout le monde, que ça soit dans l'indépendant ou les plus grosses superstars, hein, qui sont pu venir sur ma chaîne. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? C'est cette fameuse question. Tu as la possibilité de faire apparaître 3 lutteurs de ton choix que tu aurais aimé affronter ou que tu souhaites affronter. Ça peut être des lutteurs qui sont toujours en activité aujourd'hui, ça peut être des lutteurs qui sont morts. Bref, si tu as 3 lutteurs à nous citer que tu aurais aimé ou que tu souhaites affronter, qui ça serait pour toi et pourquoi? Ben, ça serait premièrement Owen Hart, parce que je OK. trouve qu'il n'a pas pu performer assez longtemps pour que on connaisse bien son talent. Fait que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Sinon, ça aurait pu être aussi Sting, un autre lutteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est plus peut-être le Sting à la fin, le Sting qui était en Crow, plus que le Sting De qui était AEW? plus en couleur, qui était comme un surfeur. Là. C'était vraiment plus lui qui était en noir et blanc, celui que j'aimais un peu plus. Là. Fait que c'est ça. Donc, Owen Hart, Sting et bien sûr Hulk Hogan, qui est vraiment mon idole de jeunesse. Donc, si je pourrais affronter un de ces trois-là, mais ça n'arrivera pas, mais dans les jeux vidéo, c'est sûr que quand moi-même je me créais comme personnage, ben, c'était dans ces choix-là de gens que j'aimais affronter dans les jeux vidéo. Là. Ouais. Très rapidement, petite parenthèse, vraiment très vite, hein, concernant Sting, est-ce que tu es déçu que le Sting Undertaker n'a jamais eu lieu? Non, parce qu'en fait, je pense qu'on aurait été déçus un peu de la performance. Fait que, je pense que c'est quand même correct sur ce côté-là. Tu aurais aimé l'avoir? Oui, mais au moment où ça aurait pu se faire, il était comme trop tard, je pense. Là, ouais. OK. Non, mais c'était pour savoir, parce que je sais qu'on a eu un débat avec des gens et on était plus ou moins d'accord là-dessus. Mhm. Aujourd'hui, avec du recul, le fait de connaître un petit peu l'envers du décor de la lutte, est-ce que tu arrives toujours à te plaire en regardant de la lutte à la télé? Est-ce que tu vas, par exemple, des fois à des événements de catch, comme on sait que Raw est passé il n'y a pas si longtemps du côté du Québec et tout comme la TNA? La AEW également aussi. Est-ce que parfois, quand il y a des shows comme ça de la WWE, est-ce que tu prends le temps d'y aller? Est-ce que tu regardes encore les weekly, les pay-per-view où tu n'as plus Euh, trop le temps? oui, mais un peu moins au niveau de la conciliation familiale et le travail. Je manque un peu de temps.
Ok. J'essaie quand même un peu, mais c'est pas évident. Mais sinon, je les réécoute peut-être pas en direct, mais en rediffusion, peut-être certains combats que je voulais plus regarder. Là. Fait que, donc, je l'écoute peut-être pas au complet, mais peut-être certains bouts. Là, ouais. Choqué qu'on va déjà être à WrestleMania 41. Mhm. Ouais, Ouais. C'est ouais, passé extrêmement vite, hein, on est d'accord? oui, effectivement, oui. T'imagines les gens qui ont connu WrestleMania 1, c'est incroyable, hein, s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est hallucinant. Et du coup, pour terminer, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais me donner, alors tu n'es pas obligé de me donner des noms, hein, moi je ne veux pas du tout des noms, on n'est pas là pour ça, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a des endroits, alors je parle de toi en tant que lutteur et également aussi en tant que promoteur, hein, bien OK. entendu, ou organisateur, appelle ça comme tu veux. Je voulais Oh, ouais. savoir, est-ce il y a des endroits où où que tu aimes bien aller travailler et des endroits où tu aimes bien aller lutter et des endroits où tu aimes le moins? Quand je parle de moins, ça peut être pour différentes raisons. Par exemple, vous savez que quand vous allez à cet endroit-là, vous avez beau faire ce que vous voulez, le public est complètement mort, ou alors justement, c'est les lieux qui ne sont pas adaptés pour vous. Par exemple, des fois, bah, vous pouvez vous changer, je ne sais pas moi, dans des camions ou vraiment dans des endroits qui sont Mhm. vraiment pas conformes. Bref, est-ce que tu as des endroits où tu as le moins aimé et le plus aimé? Ben, c'est sûr, des endroits que j'ai aimés beaucoup. Il y a un endroit qui est de la lutte à Shawinigan, que ce que j'aime bien, c'est qu'eux ont un ring en coulisses. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Fait que c'était vraiment quelque chose qui était très, très le fun parce qu'on pouvait pratiquer justement pendant le combat. On pouvait, pendant le gala, je veux dire, on pouvait pratiquer nos combats en coulisses. Fait que c'était vraiment quelque chose que je trouvais très, très bien pour ça. J'aimais ça vraiment beaucoup. Sinon, dans d'autres endroits que j'aimais moins, c'était peut-être plus quelque chose qui était broche à foin un peu, plus Ok. comme organisation, qu'en général, c'était comme tout croche, c'était moins organisé, tout ça. Là. Fait que c'était quelque chose qui était peut-être moins fun pour ça. Là, ouais. Ok. Et juste vraiment très rapidement, c'est vraiment la toute dernière question. Est-ce qu'il Oui. y a un endroit où tu ne veux plus du tout y retourner? Peu importe la raison, parce que Non, non? non, ça c'est correct. Non, je te dirais Ok. que quand on me contacte, c'est toujours oui. Fait que ça Ok. c'est correct. Non, j'ai pas Ok, ça d'endroit marche. où c'est non. Ça c'est correct. Ouais. Eh ben, je te remercie beaucoup en tout cas pour cette longue interview et très bonne interview. Je te laisse conclure avec le mot de la fin, réseau, promo, bref, ce que tu veux. Et encore une fois, mille merci à toi. Parfait. Et j'aimerais prendre quelques secondes aussi pour te Vas-y. remercier, toi, Dylan, pour ce que tu fais aussi pour donner la visibilité à la lutte québécoise. Ben, Et merci. j'aurais peut-être une petite question parce que toi, tu poses beaucoup de questions, mais là, j'en ai une pour toi. J'aimerais savoir pourquoi tu m'as contacté moi. Est-ce qu'il y a une raison en particulier ou c'est juste que tu es tombé sur moi ou pourquoi exactement tu m'as contacté Peu pour ça? importe. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien répondre à la question, hein, et comme on m'a beaucoup posé, tu sais, moi, je reçois beaucoup de suggestions sur Instagram ou sur Facebook. Et Oui. moi, je me dis, en fait, peu importe la personne que je contacte et tout, moi, j'ai envie de connaître le parcours des gens. Et comme je dis à chaque fois, le problème, c'est que le circuit indépendant, en fait, il y a de très bons talents dont on ne connaît très peu. Et moi, je me dis Mhm. que c'est bien, tu vois, d'avoir de personnes de tout type, de tout âge, qui parlent un peu de leur expérience. Comme je vais pas me parler, par exemple, hein, très rapidement de Pee-Wee. J'aurais jamais fait une interview avec Pee-Wee, j'aurais jamais su que le mec avait affronté, tu vois, enfin, des Kevin Owens, des Sami Zayn. D'ailleurs, même Sami Zayn ne l'a jamais battu. Dédicace à toi, Pee-Wee, hein. Il y a beaucoup de monde qui pourrait se dire putain, il y a quand même de la chance que Sami Zayn ne l'a jamais perdu, enfin ne l'a jamais battu parce que bref, et du coup tu vois, enfin toutes des anecdotes comme ça, moi tu vois, c'est ça en fait que je veux me nourrir et tout, et voilà pourquoi je t'ai Mhm. contacté. Parfait. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Sinon, ben, quelques petites plugs en terminant, c'est ça. Ben, moi, je suis promoteur et lutteur à l'Académie de lutte estrienne. Alors, ceux et celles qui aimeraient en apprendre plus sur moi ou sur notre organisation, ben, juste à aller sur Facebook, Académie de lutte estrienne. Vous allez en On mettra apprendre tout plus dans la sur nos description spectacles. de toute manière. On mettra tout dans Parfait. la description. Excellent. Je te remercie beaucoup.
en tout cas pour cette interview. Merci à tous de nous avoir regardé ou écouté. Hein. Plutôt, c'est mieux écouter, c'est mieux comme ça. Au moins, ça passe beaucoup plus vite. Et puis, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Ciao, ciao.